Donc, je reprends, la séance est donc ouverte. J'ai fait la liste des pouvoirs avec Sandrine Moutin et secrétaire de séance. Donc, on continue avec, s'il vous plaît, l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal qui était, je le rappelle, le 25 septembre. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions, des choses que vous souhaiteriez faire modifier sur ce PV? Non, vu qu'on a tout le monde, eh bien très bien. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Non. Eh bien le PV est donc à l'unanimité approuvé. Sur l'ordre du jour ce soir, nous avons des points qui concernent les finances publiques, l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable de la M57 dont Gérard nous parlera. Nous parlerons de la création de la réserve communale de sécurité civile de Noyares, c'est moi qui vous la présenterai. Puis nous parlerons du domaine du patrimoine, notamment en lien avec l'OPFL, puisque nous avons deux sorties de portage. De la vente parcelle cadastrée A419 de la rue Abbé Cuchet, de l'attribution d'un nom d'un chemin, c'est Annie Contieux qui nous le présentera. Et nous finirons avec de l'urbanisme et de l'environnement, sur une convention d'assistance au suivi et à la mise en œuvre des investissements et de la gestion de l'éclairage communal avec la Grenoble-Alpes Métropole. Il n'est pas trop fort le micro là, non? Un peu fort. Ah, t'as baissé, super, merci. Et avant donc de commencer cet ordre du jour, je dois vous communiquer le rapport d'activité 2022 de Grenoble-Alpes Métropole, conformément aux dispositions de l'article 52-11-39 du Code général des collectivités territoriales. Donc ce rapport doit faire l'objet d'une communication en conseil municipal et je nous propose que Alfio nous fasse un petit retour de ce rapport. Oui, tout à fait. Donc c'est un rapport annuel comme chaque année ce rapport d'activité est produit chaque année et permet de mettre en avant l'ensemble des projets et actions menées par la collectivité au titre de ses compétences. Il est produit obligatoirement chaque année et permet aux élus métropolitains et communaux, aux services métropolitains comme aux habitants, de se saisir de l'action métropolitaine sur le territoire. Ce document démontre également la volonté de transparence de la collectivité et il retrace les bilans et actions menées par les politiques ainsi que leur impact. En gros, c'est un gros formulaire, un gros bouquin de plus de 100 pages, même 169 pages il me semble, et en gros ça relate toutes les actions métropolitaines au niveau de notamment la lutte contre le changement climatique, ou même tout ce qui est environnement, services publics, tout ce qui est cohésion sociale, urbanisme, foncier, etc. Donc c'est toutes les actions qui sont entreprises sur la métropole pour l'année 2022. Merci Alfio. Donc nous commençons par les finances publiques avec toi Gérard sur l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable de la M57. Merci Madame le maire. Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler que la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales est régie par une instruction définie au niveau national. Il s'agit de la M14. Il est prévu de remplacer la M14 par un nouveau référentiel codifié M57. Pour les collectivités concernées, globalement, il s'agit plutôt d'un progrès. Ce nouveau référentiel apportera plus de clarté au niveau de la comptabilité générale et officialisera la comptabilité analytique que nous avons déjà initiée dans notre commune, comme vous le savez. La future M57, c'est aussi plus de souplesse en matière de gestion quotidienne et ainsi seront étendues à toutes les collectivités territoriales des règles budgétaires et financières dont bénéficient déjà les régions. Il est donc proposé à notre Conseil d'adopter cette nouvelle nomenclature
dès le 1er janvier 2024, étant précisé que le comptable public a donné son accord pour ce faire. Vous avez pu voir dans le projet de délibération que la nomenclature M57 s'appliquera aussi au budget du CCAS de Noyaret. Vous avez pu être intrigué par la rédaction du deuxième alinéa des propositions de décision du Conseil, puisqu'il est écrit la nomenclature 57 s'appliquera au budget suivant, budget du CCAS de Noyaret. Bien entendu, il faut comprendre aussi au budget annexe du CCAS de Noyaret, et principalement au budget de la commune. Nous précisons aussi que l'amortissement des immobilisations sera pratiqué à partir du 1er janvier 2024 pro rata temporis, que les durées d'amortissement antérieures seront maintenues, que notre Conseil continuera de voter le budget par nature, avec un vote au niveau du chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres. Par ailleurs, Madame le maire sera autorisée à opérer des virements de crédit de chapitre à chapitre, ce qui rend concret la souplesse dont je vous parlais tout à l'heure, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget, à l'exclusion toutefois des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Il est également proposé à notre Conseil d'autoriser Madame le maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires pour que ce changement de nomenclature puisse s'effectuer dès le 1er janvier 2024, comme indiqué tout à l'heure, et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Non. Bien, donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, voilà, une délibération approuvée à l'unanimité des présents. Je continue maintenant avec l'institution et la vie politique, et notamment avec la création de la réserve communale de sécurité civile de Noyaret. Alors, bien évidemment qu'en cas de catastrophe survenant sur le territoire, c'est le maire qui est tenu d'assurer la sécurité de ses administrés au titre des pouvoirs de police. Pour ce faire, bien évidemment, nous nous appuyons sur le PCS, le plan communal de sauvegarde, qui va donc identifier et organiser les actions qui devront être mises en œuvre sur le terrain. Toute l'équipe a déjà eu 2 entraînements au PCS sur table. Donc on a travaillé une première fois sur un scénario où un camion transportant potentiellement des matières dangereuses risquait d'exploser dans le village. Donc on a évacué une partie de la population. Et puis un deuxième scénario qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, qui était sur une inondation. Et on avait mis les écoles à contribution, puisqu'on a, pour de vrai, évacué les écoles. Donc c'est des entraînements toujours très instructifs. Et ce qu'on se rend compte même sans ces entraînements, c'est que bien sûr, pour mener à bien l'ensemble de ces opérations avec une gestion de crise efficace, c'est nécessaire de mobiliser des moyens importants et notamment des moyens humains. Alors bien sûr qu'en cas de réelle catastrophe, on a le soutien de la métro, on a le soutien de la préfecture et de toutes les institutions nécessaires. En tout cas, la loi a permis, pour remplir ces missions, a offert la possibilité aux communes de créer ce qu'on appelle une réserve citoyenne, qui est donc fondée sur le principe du bénévolat et qui est placée sous l'autorité du maire. Donc pour mettre en place cette réserve citoyenne, on a commencé déjà par mettre en place le DICRIM, qui est un document qui, je le rappelle, explique tous les risques qu'on peut avoir sur notre commune, qui est un document qui est obligatoire depuis plusieurs années déjà, et que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, qu'il faut vraiment, vraiment conserver. Et dans le cadre de la présentation du DICRIM, on a commencé à faire un appel aux citoyens. Et on a eu quelques volontaires. On a continué, je remercie notre agent, Madame Hachou, qui est notre policière municipale, qui lors du forum des associations a continué le recrutement pour pouvoir mobiliser des personnes sur cette réserve citoyenne.
Voilà, donc cette réserve ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer bien sûr les services publics, et de la même manière son action est complémentaire et respectueuse des services municipaux. En cas de situation de catastrophe, la conduite et l'organisation des secours sont toujours de la responsabilité des services publics qui ont la mission des services d'incendie, de secours, etc., etc. Voilà. Je vous fais un petit résumé, je ne vais pas tout vous lire. Les réservistes donc ils sont recrutés, je l'ai dit, sur la base du volontariat. On va leur demander de signer un engagement à servir dans cette réserve communale, une charte aussi. Leur accès dans cette réserve leur permettra d'être formés aux préventions et secours civiques de niveau 1 et de bénéficier de recyclage régulier et entre autres de formation. Après, cette réserve communale peut être aussi appelée pour donner un coup de main sur certaines manifestations, s'ils en sont d'accord, bien évidemment. Donc, en conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver la création de cette réserve communale et de m'autoriser à fixer les modalités et les règles concernant la gestion de ce nouveau service public. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de créer une réserve communale en faisant appel aux citoyens de la commune afin de renforcer les capacités locales de gestion de crise et d'apporter son concours au maire en matière d'information et de préparation de la population face aux risques encourus par la commune, de soutien et d'assistance à la population en cas de sinistre ou de catastrophe, et enfin d'appui logistique et de rétablissement des activités. Est-ce qu'il y a des questions ou des besoins de précision sur cette réserve communale ? Non. Je crois aux derniers échanges qu'on a vus, qu'on a eu une petite douzaine d'inscrits quand même déjà. Donc c'est chouette pour un début et on va continuer à recruter. Alors je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Eh bien personne, bien évidemment. Donc nous avons donc l'accord pour cette création de cette réserve communale de sécurité civile, selon les modalités indiquées. On continue avec des points concernant le domaine et le patrimoine, et je vais repasser la parole à Gérard sur notamment la sortie de portage par le FFL des 2 maisons situées au 72 et 90 rue du Maupas. Merci Madame le maire. Dans le cadre de notre plan prévisionnel d'investissement et de désendettement de la commune, il sera proposé à notre conseil de se prononcer sur la vente des maisons jumelées situées au 72 et 90 rue du Maupas. Il s'agit bien sûr des maisons qui sont en face de la mairie, plus exactement en face de la pharmacie. Il me paraît essentiel de resituer cette opération dans un bref historique de notre collectivité au travers de 3 périodes. La période initiale, 2008-2009, une période intermédiaire, 2013-2015, et enfin, à partir de 2020. La période initiale, 2008-2009, le conseil municipal de l'époque décide la mise en réserve foncière de ces 2 maisons et demande à l'EPFL de les acheter pour son compte. Selon les termes de la délibération prise à l'époque, le projet prévoit d'y installer des commerces et des logements. Période intermédiaire. En 2013, le projet initial n'ayant pas été réalisé, le conseil municipal vote une prolongation du portage jusqu'en 2015. En 2015, le projet initial n'étant pas réalisé, le conseil municipal vote une prolongation du portage jusqu'en 2017. Puis, plus rien. Troisième étape, 2020. À notre prise de fonction, fin mai 2020, le constat est le suivant, que je rappelle, et qui est inscrit dans l'état des lieux que nous avons réalisé à l'époque. Premier élément, les projets pour lesquels ces biens ont été réservés n'ont pas été réalisés. Et ils ne sont pas réalisables, car nous découvrons dans le même temps la vente du square Charles Ferrer
à un promoteur précisément pour y construire des logements et surtout des commerces. La vente a été effectuée très peu de temps avant notre prise de fonction, puisque c'était pendant la période du confinement, je le rappelle. Le motif de réservation de ces biens est donc caduc en 2020 et nous constatons l'absence de projet alternatif concernant ces maisons. Deuxième point, les PFL, soucieux du réemploi de ces fonds mobilisés depuis trop longtemps, demandent à la commune de travailler sur un plan de sortie des portages. Cette demande est relativement pressante après 2 renouvellements légaux en 2015 et 2017 et une prolongation de fait depuis 2017. Troisième point, enfin, et peut-être surtout, il est constaté la dépréciation financière de ces biens, leur valeur n'atteignant même pas la moitié de leur prix d'achat en euros constants, c'est-à-dire en ignorant la dépréciation de la monnaie entre 2008 et 2020. C'est donc dans ce contexte, et après cette analyse, et afin de limiter autant que possible les pertes financières de la commune, que ces biens ont été mis en vente. Et nous avons une proposition qu'il nous appartient aujourd'hui d'examiner. Il semble que nous ne soyons pas autorisés à parler des acheteurs à ce stade du processus. Mais nous pouvons quand même dire quelques mots de leur projet, qui est un projet coordonné, présenté par des acheteurs qui ont des liens entre eux, ce qui justifie le fait que cette double vente fasse l'objet d'une délibération unique. Alors cette proposition, quelle est-elle? Elle se monte donc à une proposition d'achat de 79 200 € net vendeur pour l'un des biens et à 100 800 € net vendeur pour l'autre, soit une somme de 180 000 €. Le bilan financier définitif concernant l'acquisition et la gestion de ces biens par les PFL se monte par ailleurs à 190 023 € pour l'un et 302 496 € pour l'autre, soit au total 492 519 €. Nous avons tous pu prendre connaissance des éléments détaillés de la gestion de ces biens par les PFL pendant 12 années, puisque ces états ont été joints à la délibération que nous examinons aujourd'hui. In fine, l'opération de portage de ces biens se solde donc par un déficit de 492 519 moins 180 000, soit 312 519 €. Il est donc proposé à notre Conseil, premièrement, de mettre un point final à cette opération dans les conditions financières qui viennent d'être précisées. Il est proposé également de valider le paiement du déficit de cette opération par tiers sur 3 ans, en 2024, 2025 et 2026, soit un peu plus de 100 000 € par an, et par conséquent d'autoriser Madame le maire à signer tout document se rapportant à cette vente. Merci Gérard. Y a-t-il des questions ou des souhaits d'intervention sur cette délibération-là? Pas de questions. Donc je vais mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Donc à l'unanimité, nous allons donc pouvoir signer cette vente, cette
fin d'opération. Le point suivant concerne la sortie de portage aussi par le PFL du Dauphiné de la maison située au 26 rue du Maupas, dit l'ancienne grange Bernarguel, Antécou de Gérard. Alors, on parle bien sûr de la bâtisse qui était auparavant une ferme et qui est située derrière le restaurant des Routiers. Tout ce que je viens de dire concernant l'historique et le contexte de la vente des maisons des 72 et 90 rue du Maupas est transposable au présent projet de vente de la ferme du 26 rue du Maupas. En particulier l'historique, avec un début de portage par les PFL en 2010, avec une période intermédiaire marquée par un premier report de portage en 2015, un second report de portage en 2016 jusqu'en 2018, puis un portage de fait depuis 2018. Également transposable, l'analyse de la situation dans le cadre de notre prise de fonction fin mai 2020, notamment en ce qui concerne l'absence de projet alternatif concernant ce bien. Vous aurez peut-être noté, si vous avez été attentif au texte de la délibération, qu'on trouve dans les deux vues une référence aux maisons des 90 et 72 rue du Maupas. Cette référence n'a pas lieu d'être. Cela résulte d'une erreur qui devrait être corrigée, bien sûr, dans la rédaction définitive. Pour en revenir à la vente, la commune a reçu plusieurs offres, dont une seule d'ailleurs, qui peut être considérée comme sérieuse, au montant de 140 000 euros. Le bilan financier et la gestion de ce bien par les PFL se monte à 173 391 euros. Là encore, nous avons tous pu prendre connaissance de la fiche de gestion de ce bien par les PFL pendant toutes les années de portage. Cette opération se solde donc par un déficit de 173 391 euros, somme due à l'EPFL, moins 140 000 euros produits de la vente, soit 33 391 euros. Il est donc proposé à notre Conseil de se prononcer sur la vente de ce bien pour 140 000 euros net vendeur. Aussi d'intégrer le fait que cette opération se soldera définitivement par un déficit de 33 391 euros. Ce déficit, la commune devra s'engager à le payer dans le cadre du plan de sortie de portage des biens négocié avec les PFL sur l'exercice 2024. Et notre Conseil est donc amené à autoriser Madame le maire à signer tout document se rapportant à cette vente. Eh bien, merci Gérard. Je précise que les chiffres donnés dans le document que vous avez sont notés hors taxe, il faut dire qu'il n'y a pas de TVA car il n'y a pas d'excédent. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Pas de questions? Non. Donc voilà, effectivement, ces sommes-là vont être intégrées dans notre PPI et on va régler cette dette-là au détriment, bien sûr, d'autres projets, puisque forcément, c'est tout après une question de choix. On fait avec les sous qui restent. Alors, je mets ce vote au rapport. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, très bien. Nous allons donc pouvoir sortir de portage cette maison et sa vente. On continue, toujours avec des ventes. Cette fois-ci, c'est la vente d'une parcelle cadastrée A419 qui est rue Abbé Cuchet, et c'est toi, Annie, qui nous la présente. Oui, alors il s'agit d'un bien communal qui est dépendant du domaine privé de la commune,
composé d'un terrain nu cadastré A419 situé au carrefour entre la rue Abbé Cuchet et la route des Béalières à Noyaret, estimé à 1470 m² selon le cadastre. Alors, la volonté de la commune de Noyaret de vendre ce bien communal dont elle n'a pas l'utilité. Concernant, on a eu un avis émis par France Domaine en date du 5 juillet 2023 qui admet la valeur vénale du bien à 1470 €, soit 1 € du mètre carré. Et la proposition d'acquisition au prix de 1470 € net vendeur. Donc on propose la cession du bien communal dépendant du domaine privé de la commune, composé d'un terrain nu cadastré A419 situé au carrefour entre la rue Abbé Cuchet et la route des Béalières à Noyaret, estimé à 1470 m² selon le cadastre, au prix de 1470 € net vendeur. D'habiliter Madame le maire ou à défaut Madame la première adjointe à signer tout document relatif à cette vente et notamment l'acte notarié à passer par devant l'étude notariale Acti Memori à Fontaine. En annexe, vous avez un avis de France Domaine pour la vente. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Nelly, pour les votes. Merci Annie. Donc on va pas pouvoir payer la dette EPFL avec la... Non, ça va être un peu juste. Voilà, il faudra moi aussi dire que ce bout de terrain, il est non constructible, Oui, éboulement, c'est ça. Enfin bon, bref, on peut pas rien en faire. Alors, y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide et autorise la cession de ce bien. Et me voilà habilité à signer tous les documents relatifs à cette vente. Nous continuons avec toujours toi, Annie, pour nous parler de l'attribution d'un nom, d'un chemin. Oui. Donc c'est l'attribution d'un nom d'un chemin qui est à Aisy, à Trucherel exactement. Donc la volonté de l'équipe municipale est de donner une adresse à l'ensemble des habitants de Noyaret afin de faciliter l'accès à leur domicile, notamment par les services publics, les livreurs et les services de secours à la personne. Donc notre volonté est d'attribuer des noms en lien avec le territoire local et notamment avec son histoire et sa géographie. Et considérant que le chemin concerné débute à son intersection avec la route d'Aisy à Trucherel et se prolonge jusqu'au lieu-dit Larcel. On considère que le nom Larcel n'est à ce jour pas utilisé par une commune utilisant le code postal 38360 pour la dénomination de l'une de ses voies ou espaces publics. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de mettre le même nom de rue dans la même commune, ou même code postal. Donc, propose de nommer ce chemin de Larcel. Et je propose d'autoriser le maire et la première adjointe à signer tout document d'attribution des adresses aux riverains concernés, conformément au système métrique en vigueur sur la commune. Voilà, donc le conseil municipal décide de nommer ce chemin de Larcel. Merci Annie. Alors, je ne t'ai pas interrompu, mais on note l'arrivée de Bénédicte à 19h01. Voilà, je vais garder à l'heure où tu es arrivé. Pas de souci. Alors, y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce rapport? Des questions? Non. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien voilà, nous avons donc adopté le chemin de Larcel, qui pour la petite histoire, je crois était c'était un nom qui existait déjà avant, hein, et qui existe toujours. Okay. Et me voilà autorisé à signer tous les documents relatifs. Nous arrivons avec le dernier point de ce conseil municipal, et c'est toi, Alfio, qui va donc nous parler de cette convention d'assistance au suivi à la mise en œuvre des investissements et de la gestion de l'éclairage communal avec la métro. Oui, tout à fait. Donc, je prends la place de rapporteur, mais c'est vrai que c'est plus Johan Damas qui le fait. Mais effectivement, on va parler de cette convention. À l'heure actuelle, nous sommes suivis par Greenalp,
et depuis 2020. Et cette délibération en date de... Pardon, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Cette délibération qui a été votée en Conseil métropolitain le 29 septembre 2023 fait qu'un nouveau marché public, un groupement de commandes a été attribué pour justement tout ce qui est prestations d'études, maintenance, exploitation et travaux d'éclairage sur 18 communes qui est de la métropole, pardon. Nous faisons partie du secteur nord. Ce secteur nord concerne Coran, Gir, Bélan, Noyaré, Veur-et-Veroise, qui est en Chartreuse. Donc ce marché a été remporté par 3 prestataires qui sont Serpollet, Citeos et Biaelec. Nous serons aidés justement par l'un de ces prestataires qui sera Citeos, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, en gros, au niveau de l'éclairage public, rien ne change. On a toujours, on va dire, l'investissement, mais nous sommes aidés justement par ce marché-là pour tout ce qui est assistance au pilotage et au suivi des études d'éclairage, aux assistances techniques et aux opérations de maintenance et d'exploitation des éclairages communaux et illumination festive, et tout ce qui est assistance aussi technique à la mise en œuvre par la commune des investissements, des rénovations, des éclairages publics et des équipements sportifs. Donc il y a la convention en annexe et les pourcentages de taux applicables des dépenses suivant la prestation aéro que peut faire ce prestataire. Donc, pour pouvoir faire appel à l'assistance des services métropolitains, il s'agit de signer la convention bipartite avec Grenoble-Alpes Métropole sur la base du modèle 6 juin en annexe. Par conséquent, il est proposé d'approuver la convention d'assistance au suivi et à la mise en œuvre des investissements de la gestion de l'éclairage communal avec Grenoble-Alpes Métropole, d'approuver les tarifs proposés ci-dessous d'assister des services métropolitains, autoriser donc Madame le maire à finaliser et à signer cette convention avec Grenoble-Alpes Métropole et tout acte nécessaire à leur exécution, sachant que cette convention prendra acte dès 2024 au 1er janvier et prendra fin au 31 décembre 2027. Merci Alfio. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions, donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Eh bien, délibération approuvée. Je n'ai pas de décision administrative auquel je dois vous faire part. Donc nous pouvons passer aux questions entre élus. Pas de questions, mais quelques annonces quand même. Je regarde notre équipe animation. Si, moi j'ai une petite annonce. Alors, oula. Tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Non, c'est pas dramatique, vous inquiétez pas. C'était juste qu'on avait mis en place en 2022 une aide à l'acquisition de vélos, tout ce qui est vélo électrique, vélo classique et kit de transformation. Alors, on a fait un petit point justement sur ces subventions jusqu'à aujourd'hui. Il y a une dizaine de subventions qui ont été attribuées à des ménages, donc ce qui reste assez convenable, je pense, et pour une valeur totale qui avoisine, excusez-moi, j'ai perdu mon montant, qui avoisine les 1100 € de subventions attribuées justement à titre de cette aide à l'acquisition de vélos. Alors une chose moins on va dire moins heureuse, mais derrière il y a d'autres acteurs. Nous allons mettre fin à cette subvention justement à l'aide à l'acquisition de vélos qui prendra fin au 31 décembre 2023. Donc n'hésitez pas, vous pouvez encore être aidé à cette petite subvention. Derrière, à partir du 1er décembre, nous avons d'autres acteurs comme l'État, comme l'Europe ou comme le SMAG qui font des aides justement à l'acquisition de vélos. Donc ces organismes-là prendront le relais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Merci Alfio. Donc oui, vous trouverez dans vos boîtes aux lettres un bulletin municipal spécial, qui est le bulletin à mi-mandat, puisque nous sommes déjà à mi-mandat, le temps passe très vite. On a essayé
peut-être le plus exhaustif possible, mais c'est pas vraiment réalisable de faire un bilan de tout ce qu'on avait pu faire déjà sur ce premier mandat. Donc normalement certains quartiers ont été distribués, mais voilà, il faudra un petit peu le temps que chaque élu puisse distribuer son quartier. Donc dans la semaine, normalement, ça devrait suivre. Ce document, c'est surtout un document aussi de travail. Donc j'en profite pour annoncer une réunion publique le 2 décembre, le samedi matin. Donc l'idée, c'est que les habitants puissent venir et débattre et discuter sur ce qui a été fait, ce qui doit encore être fait, et puis vraiment être dans cet échange auquel on tient beaucoup. Je continue un petit peu dans les annonces. Je reste sur ce week-end du 2 et 3. Le 3 décembre, nous aurons donc le marché de Noël à Polisson. Le prochain conseil municipal sera début décembre. On avait la date du 18, mais ce sera peut-être un peu avancé. Ça va être encore pas très très clair. On attend par rapport à des contraintes administratives. Et puis Didier, Patrick, il n'y a pas un spectacle là si, à annoncer peut-être. Le théâtre. Toujours des spectacles annoncés. Oui, on a un week-end de théâtre le 25, 26, 27, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça commence le vendredi soir par le spectacle Notre Cyrano, qui a déjà été joué l'année dernière par la compagnie des petits bâtons de Fontaine. Donc il le joue le vendredi soir, le samedi soir, et un autre spectacle qui s'appelle Au Hall, sur un texte d'Émile Zola, le dimanche après-midi. Voilà. Donc ils offrent également aussi un spectacle aux écoles, aux scolaires de Cyrano le vendredi après-midi. C'est pas un spectacle gratuit, mais je crois qu'il y a des tarifs plus voilà, c'est un tarif plus sélecteur, je crois, autour de 10-12 euros. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi les Charpichons qui vont être le week-end prochain? Vous voulez en dire un petit mot, publicité, parce qu'il y a quand même des représentants des Charpichons. Rappelez les horaires. Merci, excusez-moi encore pour mon retard. Oui, donc ce week-end, nous avons les Charpichons. Ça commence samedi à 10h jusqu'à 20h et dimanche de 10h jusqu'à 18h. Donc comme d'habitude, nous avons de la restauration donc le dimanche midi, et puis tous les bénéfices seront reversés donc aux enfants malades. Donc on espère avoir du monde et on passe toujours un bon moment quand c'est pour ces causes-là. Voilà, merci. Voilà, donc venir nombreux au Charpichon. Alors j'ai pas reçu votre invitation encore d'habitude, mais je m'en excuse, je ne pourrai pas, je suis pas là ce week-end. Mais je sais que la mairie sera dignement représentée, les élus viendront. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose... Ah, Jean-Jacques. Ah. C'est possible? Oui, mais prends un micro par contre. Il marche là, ouais, il marche. Merci. Moi, je voulais soulever un problème écologique, notamment la présence des frelons asiatiques sur la commune de Noyaré. Là, on a repéré quelques nids et on a voulu participer à la destruction. On s'est renseigné auprès du GDS, le groupement de défense sanitaire, et ils nous ont fait comprendre que les crédits étaient pratiquement terminés. Donc c'était pour savoir si éventuellement la commune, parce que le frelon, pour vous donner une idée, c'est un mangeur d'insectes et un grand piqueur sur les humains. Il faut faire très attention. Il y a une destruction beaucoup d'essaims d'abeilles. C'est pour savoir si éventuellement la mairie pouvait voter un petit peu des crédits pour justement en faire un peu la lutte, ce qui n'est pas évident. Voilà, simplement pour ça. Je vous remercie. Ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut tout à fait discuter. Après, au niveau légal, je sais que la collectivité n'a pas le droit d'intervenir sur un terrain privé. Donc ça, c'est ce que dit la loi. C'est-à-dire que si tu as un essaim de frelons sur ton terrain, dans ta maison, la commune ne peut pas intervenir puisque c'est du privé. Par contre, sur le domaine public, oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, sur cette question, est-ce que la collectivité, ça c'est au niveau légal que ça demande pas une question de volonté, c'est vraiment une question de loi.
On s'est déjà posé la question. Voilà, donc ce conseil municipal est terminé et je propose que nous puissions passer la parole au public. Allez, posez une question. Merci d'être venu. Hein. Une question. Ah, merci. Pourquoi on a enlevé les deux panneaux de basket, ça polyvalent? Alors, est-ce qu'il y a un micro pour qu'on puisse vous entendre? Pourquoi on a enlevé Avec monsieur Boudin. Pourquoi on a enlevé les deux panneaux de basket à la salle polyvalente? Oui, la première raison, c'est que il n'y avait plus de club de basket déjà sur Montréal. Ça, c'est le premier truc, puisqu'on était regroupé avec le club de Cessinet. Ensuite, il devenait dangereux, parce que les câbles qui permettaient de les descendre étaient complètement détruits, enfin ne servaient plus à rien. Et qui plus est, gênaient pas mal, enfin, selon la section badminton, etc., voire tennis, etc., créait une gêne pour les autres sports. Et comme il y avait ceux qui étaient dans le centre de la largeur qui continuent à exister pour les scolaires, on a maintenant, s'il y avait de nouveau un terrain de basket, bon, on envisagerait de remettre des panneaux dignes de ce nom, parce que ceux-là sont vraiment périmés et dangereux. C'était plus aux normes. C'est bon. Voilà. Et ben merci. Et ben voilà. Merci encore d'être venu. Et ben bonne soirée.